Bonjour à tous, tout d'abord un grand merci d'être là ce matin devant votre écran de télévision pour regarder La Voix est libre. C'est l'avant-dernière émission de la saison, mais c'est la toute première pour notre invité du jour, David Kimmelfeld. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire fédéral du Parti Socialiste du Rhône, patron du PS69 et patron tout court également, puisque vous dirigez une société de transport maritime et aérien. Je n'oublie pas non plus que vous êtes le vice-président de la métropole, en charge du développement économique, à l'emploi et à l'insertion, et également le maire du 4e arrondissement de Lyon, l'arrondissement du plateau de la Croix-Rousse, un quartier ô combien typique. On en reparlera dans une quinzaine de minutes. Mais d'abord, une réaction sur votre réélection. C'était cette semaine, réélection à plus de 70% des voix. Oui, je crois autour de 70%, et je suis bien sûr très, très heureux parce que quand on gagne, y compris une élection interne à 70%, on ne peut être que satisfait. Ça fait quand même 30% pour Cécile Michaud, qui était votre oui, bien sûr, opposante. Oui, par soustraction, effectivement, ça fait 30% voilà. pour Cécile Michaud, mais je crois que qui ne pourrait se réjouir de faire 70% dans une élection interne, et encore plus sur les prochaines élections. Et je souhaite à toute personne qui se présente à des élections de faire, ma foi, des scores de 70% dans Je parle de Cécile Michaud aussi, parce qu'elle n'a pas manqué, parfois aussi, de critiquer votre gestion de la fédération. Comment vous entendez ce message des 30% d'adhérents socialistes aujourd'hui qui n'ont pas voté pour vous? D'abord, c'est normal qu'elle critique, sinon elle n'aurait pas été candidate. Et bien évidemment, c'est en critiquant qu'on essaie quelque chose, M. Kimmelfeld, ou pas? Écoutez, il faut entendre les critiques, je crois qu'il faut les entendre tout le temps, et bien évidemment, nous tiendrons compte aussi des débats qui ont eu lieu dans les différentes sections, et je crois que ce débat n'a pas été inutile pour les militants, il ne sera pas inutile. Le débat a eu lieu? Oui, le débat a eu lieu, il a eu lieu dans les sections, il a eu lieu à la fédération. Il n'a pas été inutile pour les militants, il ne sera pas inutile pour moi. Je crois qu'il faut entendre aussi, bien évidemment, pas simplement sa majorité, mais aussi sa minorité. Mais c'est vrai dans les élections internes, c'est vrai quand on est aux responsabilités, y compris d'une collectivité locale. Une dernière chose avant d'entamer notre premier débat. Il y a une donnée de fait, c'est le nombre d'inscrits, d'adhérents du Parti Socialiste chez vous, mais pas seulement, aussi au niveau national, qui a fortement baissé. 3300 en 2012 pour le congrès précédent. Là, cette fois-ci, vous étiez quoi, 2100, c'est ça le nombre de votants pour le congrès? Ça fait à peu près un tiers en moins? Oui, ça fait à peu près un tiers en moins. C'est ce qu'on a connu sur l'ensemble des fédérations avec deux phénomènes. C'est une hémorragie? Oui, c'est une hémorragie, mais avec trois phénomènes. L'hémorragie, il faut toujours l'expliquer. Il faut, parce que sinon on n'arrête pas l'hémorragie. L'hémorragie, elle est liée, bien évidemment, je crois, à un désintérêt, on va dire, global de la politique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Elle est liée aussi à un phénomène qui étaient les adhésions à 20 € qui ont provoqué un appel d'air évident dans ce parti. Et puis elle est liée aussi à une volonté de Jean-Christophe Cambadélis de faire pour la première fois dans ce parti un véritable ménage, vous savez, des personnes qui adhèrent une fois et qui ne réadhèrent pas et qui restent dans nos fichiers de nombreuses années. Donc il y a ces trois phénomènes. Il ne faut pas nier bien sûr l'hémorragie des militants qui sont partis par désintérêt ou parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Par déception. Ou par déception, mais il ne faut pas non plus la majorer et en faire un seul argument pour prendre en main cette fédération. Pour débattre avec vous ce matin, un autre patron de fédération, celle des Républicains du Rhône. Monsieur Cochet, je vais vous demander de nous rejoindre. Donc les Républicains, ex-UMP, pour ceux qui auraient raté quelques épisodes. Voilà, Monsieur Cochet, bonjour. Vous êtes également député du Rhône et maire de Caluire. Quand vous voyez ce qui se passe au PS, j'imagine que vous vous frottez les mains. Non, parce que derrière, il y a beaucoup de souffrance. Je crois que si vous voulez, aujourd'hui, au-delà les partis sont nécessaires pour la vie publique. Donc M. Kimmelfeld anime aujourd'hui le Parti Socialiste dans le Rhône et dans la métropole. Je lui souhaite bien du plaisir, parce que ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, quand il y a eu tant de mensonges qui ont été proférés pour se faire élire, je parle au niveau du président de la République, et qu'on voit aujourd'hui la réalité, 1000 chômeurs par jour, il n'y a pas de quoi se réjouir. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, derrière tout ça, il y a une dégradation des partis politiques qui, finalement, vont profiter aux extrêmes. Et je pense que dans cette approche-là, la démocratie a tout y perdre. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura des lettres de noblesse, et on n'a pas intérêt à avoir un parti socialiste qui soit trop affaibli. Nous, aujourd'hui, on a fait notre mutation, on a eu des problèmes en interne, on les a gérés. Je pense qu'il faut qu'on remonte la pente aujourd'hui. Il y a quand même néanmoins, ce qu'il y a de plutôt rassurant, il y a quand même aujourd'hui une volonté encore de politique, mais simplement peut-être une politique et surtout une manière de faire un petit peu différente. Ça ne sert à rien pour se faire élire de dire des choses qui sont fausses. Et je pense que, une des raisons de l'effondrement du Parti Socialiste au niveau national et au niveau local, c'est bien sûr l'addition des mensonges. C'est insupportable. L'addition des mensonges. C'est une des raisons que vous ne m'avez pas donné tout à l'heure, en fait, bien évidemment. Oui. D'abord, j'ai pas de doute que Philippe Cochet fera tout pour renforcer le Parti Socialiste dans les prochaines années. Nous allons avoir, je crois,
le spectacle qu'il décrit, et je suis d'accord avec lui sur la vigilance que nous devons avoir de manière collective, que ce soit les partis de droite, mais aussi les partis de gauche, sur la qualité du débat et sur les engagements qu'on peut prendre les uns et les autres, et de faire attention de ne pas mépriser la démocratie, parce que c'est l'extrême droite qui en profite. Donc je crois que là-dessus, je crois qu'on a un accord sur cette question-là. Ensuite, sur les désunions au Parti socialiste, sur les promesses qui ne sont pas tenues, je crois que malheureusement, d'ailleurs, elles ne sont pas le seul fait du Parti socialiste. Et les Républicains, puisqu'aujourd'hui c'est le nom que s'est donné... Vous avez du mal à le prononcer. Que s'est donné l'UMP, mais... Oui, parce que j'appelle ça, moi, comment dire, j'ai réfléchi longtemps à cette affaire de Républicains, et je pense que c'est un peu un problème psychanalytique, c'est-à-dire que c'est comme un acte manqué de vouloir absolument s'appeler les Républicains pour bien être sûr qu'on est dans la République. Je n'ai aucun souci et aucun doute sur le fait que Philippe Cochet est bien dans la République, mais c'est un drôle de phénomène de vouloir s'appeler les Républicains. La République est partagée par tous, et il est dommage qu'elle soit préemptée par un seul parti. Au-delà de ça, je crois qu'il faut bien évidemment avoir beaucoup de vigilance sur les engagements qu'on peut donner les uns et les autres. Je crois qu'il y a un certain nombre d'engagements... Quand vous dites vigilance, est-ce que je dois comprendre qu'avant de parler, parfois il faudrait plutôt peut-être un peu plus réfléchir, un peu moins s'engager sur un certain nombre de promesses? Oui, je crois. Parce moi, qu'il y a je un fais pas retour de partie... boomerang aujourd'hui. Oui, moi je fais pas partie... Enfin, on se connaît pas beaucoup, mais Philippe Cochet me connaît un peu. Et moi, je fais pas partie de ceux qui... manient la langue de bois et qui n'ont pas ont l'habitude de reconnaître un certain nombre. Vous trouvez qu'on n'a pas tenu un certain nombre de promesses qui ont été données en 2012? Ouais, je pense que d'abord, on n'a pas assez expliqué dans quelle situation était notre pays. Je pense qu'on aurait dû plus rapidement expliquer dans quelle situation était notre pays. Et je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises trop tard et qu'on aurait dû prendre plus tôt. Voilà ce que je dis de manière très, très simplement. Faut avouer à moitié pardonner. La réalité de la situation économique, vous la connaissiez. Le problème, c'est qu'il y a eu un déni par rapport à la situation économique de notre pays. Pour ce faire, le candidat, donc François Hollande, a dit, bien sûr, élisez-moi. Vous allez voir, ça va être formidable. Je n'aime pas les riches. Je vais tout changer. Et puis en fait, quand on additionne toutes ces promesses et tous ces échecs, il y a une décrépitude par rapport à tout ceci. Moi, c'est vraiment ce que je souhaite vraiment souligner aujourd'hui. Notre démocratie est très fragile en ce moment. Je rencontre des gens qui sont dans un état d'exaspération comme je ne les ai jamais rencontrés. S'il n'y a pas un sursaut, notamment sur des comportements politiques et une capacité à assumer ce que l'on est. Je veux dire, être de droite ou de gauche, on a des choses qui nous séparent et ce n'est pas un drame en soi, mais on doit les assumer. Cette espèce d'imbroglio où finalement tout se vaut, c'est redoutable. Et vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, c'est malgré tout ce que pensent les électeurs, je dirais la plupart des électeurs. C'est que la différence entre vos deux partis et ce souci de coller à la réalité, de pragmatisme, que vous avez partagé il y a quelques années, qui est aujourd'hui quand même aussi une des lignes de conduite du gouvernement, finalement vous rapproche dans ce que vous voudriez être une opposition. Vous savez ce que j'ai dit, je crois d'ailleurs sur ce plateau à Philippe Cochet, un soir de résultats des départementales où on évoquait la relation compliquée entre la droite et l'extrême droite. J'ai dit à Philippe Cochet ici sur ce plateau que je crois qu'on continue à partager un certain nombre de choses dans cette République, et je crois que c'est important de le dire aux Français, de dire que sur les valeurs de la République, les partis de droite et la gauche, et en particulier le Parti socialiste, partagent encore plus de choses pour ne pas se laisser déborder par l'extrême droite. Et puis bien sûr, il y a le langage de la vérité et le pragmatisme. Et je crois que ce gouvernement a gagné en pragmatisme et en vérité, et je pense qu'il ne l'a pas fait assez tôt. Voilà ce que je dis de manière très claire. Je crois que simplement, on ne peut pas entendre ce que vous dites, M. Kimmelfeld. Je crois que simplement, il y a un moment où il y a une heure de vérité. Faire des erreurs, c'est pas grave, il faut les reconnaître et modifier une manière d'agir. Mais on sent qu'il y a un enfermement aujourd'hui, en particulier du Parti socialiste, qui est un déni de réalité. Ce que les gens demandent, ils ne demandent pas que du bonheur. Ils sont bien conscients de la réalité. Et je pense que le mal qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des Merlin l'Enchanteurs qui les font rêver inutilement. Il suffit simplement à un moment ou à un autre de dire « voilà la situation telle qu'elle est ». Il y a des efforts à faire. Est-ce que nous serons capables de les faire? Et ce sera un vrai engagement, me semble-t-il, à terme sur un certain nombre d'échéances qui vont arriver. Écoutez, nous, depuis que nous sommes donc l'UMP et les Républicains, à chaque élection, on progresse, et de manière importante. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail de fond qui est mené. On a renouvelé également notre personnel politique, et on va continuer à le faire. Et je pense que dans l'offre aujourd'hui qui est entendue de la part de nos compatriotes, ce sont des gens qui, à un moment ou à un autre,
passent et donnent tout de leur vie au service des autres, mais pas avec la volonté de durer. Alors la grosse affaire qui a, on va dire, mis le Parti socialiste un peu en situation difficile ces dernières semaines, c'est la constitution des listes pour les élections régionales. Ça s'est pas bien passé du tout chez vous quand même dans le Rhône, hein. La liste, on va dire, dite officielle a été placée en position minoritaire sur le département du Nouveau-Rhône. Et puis dans la métropole, ça n'a pas été toujours simple, notamment sur la présence de Caroline Collomb en numéro 2 sur cette liste. Difficile quand même cette période-là pour vous. Oui. Alors en fait, en tout cas, on se dit qu'on ne pouvait pas plus mal engager peut-être une élection régionale que de cette manière. Oui, je crois que d'abord ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas le problème de la place de Caroline Collomb sur les listes qui a ça fait jaser posé quand le même. Problème. Et j'ai eu l'occasion de l'exprimer d'ailleurs ici à plusieurs reprises. C'est la volonté de Jean-Jacques Queyranne de vouloir nous imposer à tout prix une élue exclue du Parti socialiste et qui a fait perdre notre ami. On va juste expliquer aux téléspectateurs brièvement, donc qui avait été exclue du Parti socialiste en mars 2014 pour avoir présenté une liste dissidente à Dessines, qui est aussi vice-présidente. Et Philippe Cochet, qui est responsable politique comme moi d'un mouvement, sait bien que ceci est inacceptable et je crois que ça peut être partagé par Philippe Cochet, par moi-même. On ne peut pas accepter qu'une personne qui a été exclue... Vous irez jusqu'au bout sur cette affaire-là, c'est-à-dire qu'en gros vous irez torpiller la campagne de Jean-Jacques Queyranne? Je n'irai pas torpiller la campagne. Je crois que Jean-Jacques Queyranne est encore les moyens aujourd'hui de revoir sa position et je l'ai invité, y compris ici, je crois, à revoir cette position de manière tout à fait sereine et calme. Je crois que ce n'est pas acceptable de faire cela et nous aurons le temps encore de discuter avec lui pour trouver la bonne solution, mais ça, c'est pas possible, bien évidemment. C'est l'illustration de ce que les gens ne veulent plus. Qu'il y ait des tensions au sein d'une formation politique, c'est normal, c'est logique, c'est la vie. Ces tensions doivent être réglées en interne, et ensuite, quand vous présentez quelque chose, les choses doivent être réglées. Je pense que ce psychodrame, effectivement, où il y a une notion de népotisme, quand même, qui à un moment ou à l'autre arrive, où la légitimité du président du conseil régional sortant est mise en cause. Je veux dire, grosso modo, il se fait retoquer dans plusieurs départements de la nouvelle région. Je veux dire, c'est incroyable. Ça veut dire que lui-même, qui théoriquement devait avoir une certaine légitimité, il ne l'a même pas au sein de sa formation politique. Donc je pense que le renouveau, bien évidemment, c'est avec Laurent Wauquiez qui va apporter un vent de fraîcheur au milieu de tout ça. J'invite juste, si je peux me permettre, M. Cochet, à être très prudent. Parce que, vous savez, la politique, c'est un temps un peu long. Et les régionales, avec M. Wauquiez, j'entends, moi, ici ou là, mais vous l'entendez aussi, les partisans de M. Barnier continuer à s'exprimer, continuer à expliquer les lignes de fracture qu'il y a entre M. Wauquiez et M. Barnier, entre les centristes et vous. Et puis je vous invite aussi à beaucoup de prudence parce que nous avons vécu au Parti socialiste une primaire à la présidentielle. D'ailleurs, comme quoi on ne fait pas que de mauvaises choses puisque les Républicains aujourd'hui s'inspirent des primaires pour les présidentielles avec le Parti socialiste. Et je vous invite à beaucoup de prudence parce que si j'en crois les tenants de Fillon, de Juppé, de Sarkozy, je crois que vous allez vivre en condensé un certain nombre de déboires. Vous allez pouvoir étaler vos divisions. On a beaucoup plus de talent que ceux déjà qui sont évoqués. Vous allez pouvoir étaler vos divisions au vu et au su de tout le monde de manière très confortable, je vous le prédis, sans trop de problèmes. Nous aurons d'ailleurs sûrement, et je pense que vous en tiendrez compte, nous n'aurons sûrement pas de primaire au Parti socialiste qui nous permettra de faire une campagne plus apaisée, sans doute. Voilà. Messieurs, vous êtes tous les deux managers de partis politiques, hein, j'emploie le terme un peu bon escient, puisque vous êtes aussi tous les deux dans le monde de l'entreprise. On sent bien que ce moment de constitution des listes, c'est un moment difficile quand même. Il faut faire avec les élus, il faut faire avec les partis, il faut faire avec les militants, et puis il faut faire parfois devant aussi les électeurs. Et moi, il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est quid de la compétence, quid de l'expérience? Dans quelle mesure cette donnée-là, qui est une donnée que vous connaissez, messieurs, vous dirigez des entreprises, elle intervient dans le choix des personnes que vous mettez dans des listes? Et je crois que c'est... On a l'impression, souvent, hein, on va se le dire quand même, que c'est un marché, c'est un entre-soi, c'est une cuisine interne. Il y a une belle illustration, c'est ce qui se passe à la métropole. Si je prends la compétence, notamment, qui touche à une des nouvelles vocations de la métropole, qui est donc le social. Il y a un déficit, mais abyssal, de la part d'élus qui ont une compétence dans ce domaine. À tel point, c'est que le cabinet est obligé de recruter un ancien conseiller général pour pouvoir apporter cette compétence. Je partage cette analyse. À un moment ou à un autre, ce qu'il faut, c'est bien sûr faire en sorte de pouvoir proposer une liste qui tienne la route, mais après, il faut exercer cette mission qui a été donnée. Et d'où l'importance dans le choix des femmes et des hommes qui constitueront des listes, c'est être en capacité, non pas 3 mois, 6 mois après, c'est dès le lendemain de l'élection, d'exercer la mission. Mais je crois que c'est ce qui crée d'ailleurs aujourd'hui les difficultés pour choisir le personnel politique. C'est que je pense que
nous avons sans doute, plus que par le passé, le souci des compétences. Et qu'effectivement, il y a eu une période où, assez lointaine, où, ma foi, on constituait les listes non pas en fonction de la compétence, en fonction du poids des uns et des autres dans nos différents territoires, du poids politique uniquement. Je crois qu'aujourd'hui... C'est pas totalement terminé, M. Kimmelfeld. Non, c'est pas totalement terminé, mais aujourd'hui, nous allons chercher un certain nombre de talents. Jean-Jacques Herrane, ils ont quand même une voix qui pèse. Enfin, Jean-Paul Brett foncièrement n'est pas quelqu'un d'incompétent, Gérard Collomb non plus, tout comme d'ailleurs Philippe Cochet ne l'est pas, tout comme je pense ne pas l'être sur les questions d'insertion, sur les questions de développement économique, sur les questions d'emploi. Donc la question n'est pas celle-ci. La question, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre. Et aujourd'hui, il est vrai que les tensions sont là parce que dans nos partis politiques respectifs, il faut aussi aller chercher les talents, il faut aller chercher les profils différents, mais il faut aussi, et on le sait puisque tous les deux nous sommes chefs d'entreprise, pouvoir conjuguer, et c'est peut-être une des difficultés que nous rencontrons, conjuguer, entre guillemets, une carrière politique, le carrière n'étant sûrement pas le bon mot, et de continuer une activité professionnelle. Et on sait tous les deux d'ailleurs que si on veut se ressourcer en matière politique, c'est bien d'avoir une activité professionnelle. Et je crois que c'est peut-être ce qui nous donne un regard un peu différent sur la politique aujourd'hui. Merci Philippe Cochet d'être venu sur le plateau de La Voix libre ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous le disais en début d'émission, David Kimmelfeld est maire du 4e arrondissement qui englobe tout le plateau de la Croix-Rousse, un quartier à part dans la ville de Lyon. Enfin, est-ce encore si sûr? La citadelle ouvrière, symbole de la révolte des canuts, serait devenue depuis une vingtaine d'années le repère des bobos lyonnais. Allez, on en parle ce matin avec mon nouvel invité qui va venir nous rejoindre tout de suite. Il s'appelle Robert Luc. Monsieur Luc, venez nous rejoindre, je vous en prie. Robert Luc, donc vous avez 72 ans et si je donne votre âge, monsieur Luc, hein, c'est parce que il est important de comprendre que vous avez passé 72 ans dans le quartier, vous êtes né dans ce quartier-là, vous êtes un fin connaisseur du plateau, vous avez été également correspondant pour Le Progrès. Bonjour, merci d'être là ce matin. La Croix-Rousse, c'est bobo? Ah, alors je crois que maintenant on donne un autre terme. Gentrification. Absolument. Gentrification, oui, c'est le terme qui est souvent le plus utilisé pour ouais, parler de ce basculement des quartiers populaires. C'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, des bourgeois bohèmes, moi j'en vois pas beaucoup. Disons qu'il y a des gens qui ont des revenus effectivement un peu différents de ce que pouvaient avoir comme revenus non seulement les canuts du 19e siècle, mais également les Croix-Roussiens du 20e. Donc il y a eu un changement depuis une trentaine d'années où ces fameux immeubles ateliers canuts qui étaient un peu en déshérence, hein, personne ne voulait habiter la Croix-Rousse à l'époque. Eh bien, ils ont retrouvé une nouvelle vie. Et effectivement, pour des raisons de chauffage notamment, mais également de qualité de l'habitation, eh bien, beaucoup de gens aux revenus assez importants sont venus s'installer sur une partie du plateau croix-roussien. Parce qu'on aurait tort quand même de croire que l'ensemble... C'est une partie. Et c'est plutôt l'est du plateau. Oui, l'Est et derrière, effectivement, la mairie également, qui sont les deux secteurs sur le 4e arrondissement d'habitation d'immeubles ateliers canuts. Instant pédago, vous me le permettez. Bobo, terme inventé par un essayiste américain David Brooks en 2000 pour décrire la nouvelle bourgeoisie new-yorkaise bohème et branchée. Et Anaïs Collet, qui a fait donc une sociologue qui a enseigné à Strasbourg mais qui a étudié à Lyon, le définit ainsi: l'individu libéral sur le plan économique comme sur le plan moral, détaché des contingences matérielles et hypocritement préoccupé des questions sociales, gagnant sur tous les plans grâce à son art du politiquement correct. Est-ce que vous les sentez, ces bobos, monsieur Kimmelfeld, dans votre arrondissement? Non, je ne sens pas, moi, les bobos dans mon arrondissement. Je crois que... La population a changé quand même. Non, mais vous êtes dans le quartier depuis 86. Non, mais la population bien sûr a changé, mais la population elle est complètement, elle est très diverse dans cet arrondissement. Et on met souvent en avant ce qu'on appelle une population bobo. Ça fait sans doute quelques articles intéressants, ça fait quelques études sociologiques intéressantes, mais quand on connaît et quand on a la prétention de connaître un peu, moi depuis 2001 je suis élu sur cet arrondissement, on sent bien qu'il y a une population très, très diverse et très variée. D'abord, il y a une population qui est là depuis longtemps. Robert Luc en est l'expression vivante. Et on ne peut pas dire qu'on classe Robert Luc comme un bobo de la Croix-Rousse. Et il y a bien sûr une partie de la population qui est arrivée assez récemment, attirée par, on va dire, plutôt la qualité de vie de cet arrondissement. Alors, il y a ceux qui ont été attirés, il y a ceux qui sont partis aussi, puisque les hausses des prix de l'immobilier ont été quand même le facteur déclenchant de ce changement de population. Bien sûr. Oui, tout à fait, bien sûr.
bon, c'est bien d'ailleurs le danger aujourd'hui, c'est que les gens viennent, je crois, en priorité pour trouver ce qu'on appelle un village. Hein, et un village, c'est en fait une population diverse, hein, un équilibre sociologique important, équilibre également au niveau de l'âge. Évidemment, si on continue à avoir des prix du mètre carré qui augmentent, des loyers également qui augmentent, eh bien, les gens qui viennent sur la Croix-Rousse ne vont pas trouver ce qu'ils viennent chercher. Je crois que c'est le paradoxe en réalité. Voilà. Le paradoxe est là, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens sont venus pour rencontrer cet équilibre-là. Et nous, finalement, notre mission, c'est de veiller à cet équilibre, parce que si cet équilibre se rompt, effectivement, celles et ceux qui sont venus pour cet équilibre ne vont plus le trouver en quelque sorte. Comment on fait? Et bien, ma foi, on fait notamment nos personnes âgées, nos seniors. Eux, ils souhaitent rester ici. Donc ça veut dire qu'il faut une capacité d'accueil plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Robert Luc évoquait l'habitat Canu. Nos anciens, quand ils atteignent 80 ans, monter les 5 étages sans ascenseur Canu, ça ne le fait plus. Donc il faut des habitations avec ascenseur notamment. Il faut aussi gagner en part de logements sociaux sur cet arrondissement. Nous avons bien progressé depuis 2001, mais il faut encore progresser. C'est quoi la part à peu près? Aujourd'hui, nous frisons les 15%, mais nous étions partis en 2001 on était à peine à 10%. Donc il faut continuer dans cette voie-là pour continuer à maintenir cet équilibre. De la même façon, il faut maintenir du commerce divers, varié sur cet arrondissement. Il faut bien sûr maintenir un marché vigoureux. Il faut l'ensemble de cet équilibre et c'est ce qui fait l'attractivité de notre territoire. Et je voudrais dire aussi quand même qu'il faut faire attention aux images d'Épinal. Il y a aussi dans notre arrondissement un certain nombre de gens en précarité, il y a un certain nombre de gens en difficulté, en grande difficulté, et il faut pouvoir aussi être en capacité de répondre à ces grandes difficultés. Il ne faut pas simplement avoir cette image des personnes qui vivraient, qui seraient dans des agences de communication, qui poseraient leurs enfants à l'école, qui seraient sur les terrasses de café jusqu'à 10h du matin, faire leur marché, iraient travailler quelques heures. Non, il y a aussi un certain nombre de gens qui travaillent, et il y a des gens en grande difficulté, il faut être attentif à eux. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est aussi mon inquiétude. Il y a quelques semaines, j'ai croisé des jeunes qui venaient de la rue Pernon, la rue d'Angon, les Tours de l'Opac. Auparavant, c'était la Cité Jardin. C'était quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus agréable, mais enfin, c'est comme ça. Eh bien, ils parlaient entre eux. Ils étaient rue Hénon. Ils allaient en direction de la grande rue de la Croix-Rousse. Et ils ont dit, on va à la Croix-Rousse. Et moi, Croix-Roussien, ça m'a fait un peu mal parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une espèce de cassure qui se fait entre le quartier où il y a une activité économique importante, où il y a des animations régulières et très importantes également, c'est-à-dire le secteur Place de la Croix-Rousse, Grande Rue, rue du Mail, rue du Manche, Place Berton, et puis ces secteurs qui sont un peu comme une espèce de banlieue de la Croix-Rousse. Pour moi, c'est une inquiétude. On connaît ce phénomène, c'est une remarque très pertinente. Alors, ce qui cimente un peu, ce qui vient moduler ce que dit Robert Luc, c'est une vie associative extrêmement riche, extrêmement dense. Et on pourrait penser, parce que souvent dans les études sociologiques sur les bobos, on dit les bobos sont peu intéressés par ce qu'on appelle l'intérêt général et finalement, le vendredi soir, de manière très schématique, ils s'en vont, ils reviennent le lundi, etc., etc. Et le paradoxe, c'est dans cet arrondissement, on a une vie associative extrêmement dense, on a plus de 150 associations avec des activités très diverses et très variées et avec beaucoup d'adhérents dans ces associations. Et je crois que c'est ce qui cimente quand même notre secteur. Vous vous souvenez, en 2014, lors de la campagne municipale, c'était quand même un des thèmes sous-jacents, notamment la gentrification des centres-villes, ce phénomène qui a été étudié, pas seulement Lyon, ça concerne aussi d'autres agglomérations, notamment du départ d'un certain nombre de classes populaires à l'extérieur de la ville et une incapacité, à cause des prix de l'immobilier, de revenir. Et c'est vrai que souvent, le quartier de la Croix-Rousse est cité un peu comme un exemple, comme emblématique de ce phénomène social profond-là. Et c'est vrai que là-dessus, monsieur Kimmelfeld, on entend un discours de gauche. Souvent, on entend un discours de gauche. On attend un discours de gauche. Oui, on attend un discours de gauche. On attend un discours de gauche. Mais le discours de gauche, c'est celui que je viens de donner, c'est-à-dire, d'une part, être attentif à l'augmentation du logement social sur notre arrondissement. Et c'est une mission que nous nous sommes donnée depuis 2001 et je crois que nous continuons dans cette direction. C'est aussi, et je crois, Philippe Cochet est parti, et on n'a pas suffisamment parlé de la métropole avec Philippe Cochet, mais c'est un des intérêts de la métropole quand même. La prise de l'ensemble de ses compétences, la
prise de la compétence insertion, santé, handicap, logement, nous permet d'avoir une vision plus réaliste et une action plus efficace sur l'ensemble de ces sujets-là et de s'appuyer aussi sur le mouvement associatif, sur notre arrondissement, pour pouvoir créer les conditions qui permettent de maintenir cette population la plus, on va dire, défavorisée, mais celle qui souhaite rester à la Croix-Rousse. Et en particulier, j'insiste beaucoup sur nos anciens parce que c'est un phénomène extrêmement important qui est lié notamment à l'habitat et à l'habitat canu, si on n'a pas des capacités d'accueil. Et pour cela, notamment, il faut qu'on puisse continuer, y compris à construire sur notre arrondissement, ce qui est un vrai sujet aussi dans notre quartier et qui peut quelquefois être une boule de fracture. Oui, moi, parfois, mais je suis même un peu agacé des réactions des Croix-Roussiens qui sont là depuis moins longtemps que moi, mais qui ont cette impression de dire attention, il n'y a pas de construction. S'il vous plaît, pas de construction, on est saturé. Moi, je dis, il faut faire quand même attention. C'est un peu le syndrome du métro, ça. Hein. Dans une station bondée, le métro arrive, tout le monde veut rentrer dans la rame, très bien. Une fois que les gens sont dans la rame, à la station suivante, ils ne veulent plus que les autres entrent. Ils sont là. Hein. Et c'est un peu ce qu'on entend un peu trop à la Croix-Rousse, où je pense que moi, je ne souhaite pas qu'on mette des tours partout et des immeubles partout, c'est évident. Et je tiens, comme les autres, aux arbres. J'ai même toute mon enfance et mon adolescence, c'était dans un jardin. Donc je connais, j'avais 35 mètres carrés pour vivre, à 4, mais il y avait un jardin, ce qui compensait. Mais quand même, il faut que les gens puissent habiter aussi à la Croix-Rousse. Pour tous ceux qui ne sont pas de la Croix-Rousse et qui regardent cette émission, et je pense qu'ils sont assez nombreux, surtout, ne confondez pas le plateau et les pentes. Bon sang, le plateau c'est le 4e, les pentes c'est le 1er, et pourtant c'est la Croix-Rousse, mais c'est deux mondes un peu différents. Il nous reste 1 minute 30, c'est étonnant quand même ça. Même sûr, quand vous me dites en préparant l'émission, traverser le boulevard, c'est aller en ville. Oui, c'est ce que j'entends, bien sûr. Oui, non, c'est très différent. Alors, il y a des points communs, c'est bien évident. D'ailleurs, les gens du plateau se sont accaparés le marché du boulevard de la Croix-Rousse, alors qu'il est dans le 1er. Donc, c'est quand même leur marché. Donc, voilà. Mais c'est vrai que plus on descend sur les pentes, plus il y a une population différente, il y a eu des animations différentes. Oui, c'est une réalité. Et puis, il y a cet esprit, on est sur le plateau, donc on a quand même une attitude par rapport aux autres, on est légèrement supérieur. Absolument, ça joue quand même. Et puis en plus, on est coupé de la ville d'une certaine manière par la vue, sauf sur la façade qui donne du côté est de Il faut rappeler aussi que la Croix-Rousse, c'est le plateau, mais c'est aussi tout le cours d'Herbouville côté Rhône, pardon, et puis tout ce qui est le quai Gilet côté Saône. C'est pas simplement le plateau de la Croix-Rousse. C'est l'ensemble de cette population qui constitue l'arrondissement, mais qui constitue aussi la Croix-Rousse. Bon, vous avez vu, on n'a pas entonné de chant canu. Hein. On pourrait le faire avec Robert, mais... Non, rappelez-nous juste les paroles les plus célèbres. Allez-y. Vivre en travaillant, c'était ça? Ah, bah ça, c'est la devise. Ah non, c'était la devise. Ça, c'est la devise, c'est pas le chant. 1831, c'est vivre en travaillant ou mourir en combattant. Ce qui est d'ailleurs, à mon avis, une devise qui n'a pas pris une seule ride. Parce que c'est encore aussi un des problèmes urgents aujourd'hui, vivre en travaillant. Et qui est une belle plaque sur le fronton de la mairie, et à laquelle on rend hommage tous les 1er mai, notamment avec le syndicat Force Ouvrière. Une manifestation peu connue au-delà de la Croix-Rousse, mais qui mériterait d'être plus connue. Ouais. Merci beaucoup, Robert Leluc, d'être venu sur le plateau de la Voix Libre ce matin pour évoquer votre quartier, votre plateau de Voix Libre, plateau de la Croix-Rousse. Tiens, voilà un lien, merci à vous. Voilà, il est midi, c'est l'heure du flash régional présenté ce matin par Julien Sevadon. Bonjour Julien. Merci Julien. Le 3e et dernier tiers-temps de la Voix libre de David Kimmelfeld, patron des socialistes du Rhône, maire du 4e arrondissement de Lyon et directeur d'une PME. Voilà. Tiens, j'avais envie de vous faire écouter une interview pour commencer cette partie. Vous l'avez sans doute pas ratée. On l'écoute, ça va vous faire réagir sans doute. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et pour lever toute ambiguïté, tout doute, j'ai décidé d'assumer la prise en charge du voyage pour mes 2 enfants, c'est-à-dire 2 500 €. Que pense le président, le secrétaire, le premier secrétaire d'une fédération comme le Rhône de cette affaire, 6 jours avant d'avoir ce point final, semble-t-il? Écoutez, moi j'étais à Poitiers, au congrès de Poitiers, où Manuel Valls est parti pour s'envoler vers Berlin. Je pense qu'il aurait eu tout à gagner à rester avec nous. Moi j'ai vu le match sur un écran géant
dans un bar de Poitiers, c'était très bien. Vous comprenez quand même que ça puisse prendre de ces proportions-là? Je comprends... Eu égard à ce qui a été dit avant, et notamment sur les voyages de Nicolas Sarkozy. Non, mais je comprends surtout que personne ne peut être satisfait de ce type de décision. Et je crois que là-dessus, il faut revenir à des choses normales, comme disait le président Hollande, le président normal. Et effectivement, je crois que Manuel Valls l'a bien exprimé. Je crois qu'il regrette ce qu'il s'est passé et il a raison de le regretter. Je crois que c'était une mauvaise décision. En l'occurrence, voir un Premier ministre aller voir un patron d'une fédération de football, ça fait partie de ses attributions. Bien sûr. Mais on a l'impression, de la manière dont l'affaire a été gérée après, que cette coupure qui semble-t-il touche énormément les électeurs aujourd'hui entre ceux qui nous représentent et ceux qui sont représentés, elle s'exprime à travers ce genre d'histoire-là. Et elle s'approfondit. Ouais, je crois qu'elle est très symptomatique de ce que ressentent les Français par rapport aux hommes politiques. Je pense qu'il y avait plein d'autres bonnes raisons pour que Manuel Valls aille à Berlin. Mais je pense qu'il ne fallait pas le faire comme cela. Et bien évidemment, je crois que cette affaire est tout à fait regrettable. Je veux faire réagir aussi sur une info sociale que le journal régional a traitée cette semaine. Elle concerne Renault Trucks. C'était une manifestation, 1000 personnes, notamment beaucoup de cadres qui ont manifesté aux portes de Renault Trucks et manifesté contre un plan de licenciement, 512 licenciements. Ils dénoncent notamment les fonds d'investissement qui entrent au capital et qui découpent les entreprises en appel au gouvernement. Manuel Valls s'était exprimé au mois de mai et aujourd'hui. C'est quoi la suite ? Alors la suite, je ne la connais pas pour l'instant. Est-ce que Emmanuel Macron interviendra sur ce dossier? Est-ce que vous avez des infos simplement pour rassurer les salariés? Ce que je peux vous dire, les salariés le savent, puisque moi je les reçois régulièrement. Donc j'ai vu les syndicats et l'intersyndicale et les syndicats de Renault Trucks à 2 reprises déjà pour évoquer cette situation, avant même l'annonce des mesures, et puis ensuite à l'issue de l'annonce et à l'issue d'ailleurs de la venue de Manuel Valls sur notre territoire. Nous sommes, très mobilisés sur cette affaire-là. Gérard Collomb... par rapport à des fonds d'investissement, Gérard Collomb fera comme il le fait tout ce qu'il est en son pouvoir, y compris dans sa relation au gouvernement et dans la relation avec Macron, pour avancer sur ce sujet. Manuel Valls, je crois, s'est exprimé quand il est venu à Lyon la dernière fois pour dire qu'il faudrait que ce plan-là n'était pas acceptable. Et aujourd'hui, les discussions sont entre la direction de Renault Trucks et le gouvernement, je pense, pour trouver un certain nombre de solutions. Mais il est effectivement peu acceptable d'avoir un plan de cette ampleur sur notre territoire, sur notre métropole. Cette semaine, Manuel Valls a présenté son plan de soutien à l'emploi et de soutien notamment aux PME. Alors, je vais en donner trois mesures. Le prolongement des CDD, renouvelé 2 fois au lieu d'une, le plafond pour les indemnités au prud'homme et puis une prime notamment pour les TPE qui embauchent un salarié en CDI de plus de 12 mois. Pour vous, le chef d'entreprise, c'est des mesures suffisantes. Visiblement, pour les organisations patronales, c'était pas mal, mais on peut faire mieux. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. D'ailleurs, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures. J'ai toujours, moi, du mal à comprendre que les Républicains ne les aient pas prises quand Nicolas Sarkozy était président de la République, en particulier ces mesures-là. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais je crois que qu'est-ce que veulent aujourd'hui les patrons de PME ? Les patrons de PME, quand ils ont 2 problèmes. Ils ont peur d'embaucher parce qu'ils ont peur de l'avenir. Et ils pensent que l'embauche est très compliquée et très difficile. Et je crois que les mesures qui sont proposées par Manuel Valls, vous les avez indiquées, notamment sur le plafonnement des indemnités prud'homales, mais aussi sur cette prime de 4 000 €, mais aussi un certain nombre de facilités, vous avez évoqué les CDD, je pense peuvent nous permettre d'envisager de bons résultats. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse d'abord aux TPE, on s'adresse aux PME, c'est 50% de l'emploi, et c'est surtout aujourd'hui plus de 85% de la création d'emplois. Donc et c'est ça là passe où il mal faut dans y votre aller. camp. Et ces mesures passent mal. On a vu que la partie des frondeurs, déjà, en gros, laissait entendre qu'ils pourraient s'abstenir, voire voter contre. Mais les frondeurs on parle déjà du 49.3 pour le vote global de la loi. Les frondeurs feront comme ils le souhaitent, comme ils l'ont toujours souhaité. Simplement, ça passe mal chez nous. On a évoqué tout à l'heure, en préambule, les résultats du Congrès. Le Congrès donne à plus de 70% les orientations que nous avons adoptées. Et les orientations que nous avons adoptées, c'est d'accompagner notamment les orientations stratégiques du gouvernement. Monsieur qui me fait les orientations aujourd'hui, vous êtes social-libéral, non, Parti socialiste. Non. La ligne, non. Vous trouvez qu'elle a été assumée au Congrès de Poitiers? La ligne aujourd'hui politique du Parti socialiste. La ligne du Parti socialiste, c'est la ligne de la réforme.
la ligne du réformisme. La ligne du réformisme, c'est de concilier la politique de l'offre et de la demande. C'est une méthode. C'est une la réforme, méthode, c'est pas mais un c'est projet. une méthode. Et c'est une méthode. Et la méthode, elle va derrière avec des projets, avec un certain nombre de projets de loi. Et ces projets-là, plus que ces projets, ces mesures qui sont prises, vont dans la droite ligne. Et c'est pas du social-libéralisme. C'est pas du social-libéralisme que d'accompagner les entreprises créatrices d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, on parlera peut-être de la pauvreté. Mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas la question, c'est la question de l'emploi. C'est la question de l'entreprise. Parce que moi, je ne sais pas comment on crée de l'emploi en dehors de la création d'entreprises. Mais ça fait débat chez vous. En tout cas, ça devrait faire peut-être encore plus débat. Mais ça peut débattre. Mais le débat a été tranché. Nous avons eu un congrès avec des orientations. Et dans ces orientations, il y a bien sûr un soutien fort au gouvernement. Et dans le soutien fort à ce gouvernement, il y a bien sûr les mesures économiques. Est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement le débat a été tranché, il est terminé? Ah oui, pour moi, il est terminé. Donc en gros, l'attitude d'un certain nombre de parlementaires, vous la jugez je la juge illégitime. Je la juge illégitime et inadaptée. On a eu ce débat. Soit on a une attitude constructive aujourd'hui, et moi j'appelle les députés frondeurs, qui nous expliquaient avant le Congrès qu'une majorité de socialistes était opposée aux mesures que proposait le gouvernement. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ça leur plaît pas, mais en tout cas, les résultats sont là. Et nous accompagnons le gouvernement dans ces réformes de structure extrêmement importantes. Et nous l'avons dit, Manuel Valls l'a dit, le président Hollande l'a dit, nous souhaitons accompagner les entreprises pour qu'elles créent de l'emploi. Bien évidemment, pas à n'importe quel prix, et le patronat le sait, et le patronat va réviser un certain nombre de ses positions, parce que je crois que cette bataille doit être menée par l'ensemble des Françaises et des Français. Quand un certain nombre d'experts disent qu'aujourd'hui, que le véritable frein à l'embauche, c'est finalement la faiblesse du carnet de commandes. Vous êtes bien placé pour le savoir, parce que vous êtes patron d'une PME. C'est pas simplement la faiblesse du carnet de commandes, c'est aussi la peur de l'avenir, la peur de la visibilité à moyen terme. C'est ça, c'est pas simplement la peur du carnet de commandes, c'est la difficulté à l'embauche, la complication à l'embauche. Et ce plan PME qui a été proposé par Manuel Valls, encore une fois en direction des TPE et des PME, et c'est ça qui est très important, à mon avis, va nous permettre et va permettre aux TPE et aux PME d'aborder l'embauche de manière, on va dire, plus facile, parce que cette prime de 4 000 € pour une TPE ou pour une PME, c'est pas rien, je le sais, j'ai quelques chiffres en tête de ma propre entreprise, et bien évidemment, de pouvoir faciliter les mesures pour embaucher me paraissent complètement adaptées. On tape au cœur du dispositif et au cœur de ce qu'il faudrait pour créer de l'emploi. Un mot sur le rapport du comité d'orientation des retraites qui est sorti cette semaine. François Hollande, en son temps, avait dit que c'était un des marqueurs de gauche, notamment la réforme des retraites, et permettre à des gens qui sont rentrés tôt sur le marché du travail de partir à 60 ans. Et on se rend compte que finalement, l'équilibre 2030, c'est même pas encore sûr. Non, on a bien vu, le rapport montre que cet équilibre n'est pas gagné. Donc on a fait une demi-réforme, encore une fois. Non, je crois que quand on parle de demi-réforme, je pense qu'il était important, et les mesures qu'a pris François Hollande au début de son quinquennat sur les retraites, et notamment la revalorisation du minimum retraite à 800 € par mois est une bonne mesure, qu'un certain nombre de personnes qui ont travaillé depuis très longtemps puissent prendre leur retraite à 60 ans, je crois, est une bonne mesure. C'est en ça sans doute un marqueur de gauche. Et derrière, nous avons aussi une responsabilité, mais que nous assumons pleinement, c'est le rétablissement des comptes publics. Et dans le rétablissement des comptes publics, il faut aussi anticiper ce que dit le rapport officiel sur le financement des retraites à 2030, parce qu'on ne peut pas obérer l'avenir, y compris le nôtre. Donc réalisme, pragmatisme, vous assumez complètement? Moi, j'assume complètement le réalisme et le pragmatisme. Pour même moi, si en gros, ça ne fait pas rêver, même si ça ne fait pas un projet politique. Non, mais je crois que les Françaises et les Français, ils n'élisent pas Visiblement, ils ont du mal à le comprendre. Hein, si on voit les taux de popularité du président et du Premier ministre. Mais je crois qu'ils n'élisent pas les hommes politiques pour simplement qu'on les fasse rêver. Je crois qu'ils ont fini de rêver. Vous savez, vous le savez aussi bien que moi, celles et ceux qui cherchent un emploi, ils n'élisent pas des gens pour qu'on les fasse rêver. Ils élisent des gens pour qu'on accompagne un certain nombre de dispositifs qui leur permettent peut-être de trouver un emploi, peut-être de trouver un logement, peut-être d'assurer l'éducation de nos enfants. Il faut peut-être s'entendre sur le mot. Je pensais émancipation, justice sociale, qui sont quand même des valeurs de gauche profondes. Mais je crois que c'est pas contradictoire. Un certain nombre de mesures qui ont été prises par François Hollande, notamment sur l'égalité homme-femme, le mariage pour tous, un certain nombre de mesures de société, de réforme de société peuvent être prises en même temps qu'on parle justice sociale, qu'on parle emploi. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Eh bien, il y a un chiffre, moi, qui m'a marqué cette semaine et dont je voulais vous parler, c'est le chiffre donné par l'UNICEF sur le nombre d'enfants pauvres en France qui vivent sous le minimum le seuil de pauvreté. Eh bien, ce chiffre, c'est 3 millions d'enfants pauvres en France. Un enfant sur 5. Et parmi ces 3 millions, il y en a 30 000 aujourd'hui qui sont considérés comme étant sans domicile. Là, vraiment, la question est basique. Que fait le gouvernement ?
Mais je crois que le gouvernement, d'abord, personne... Alors, ça date pas de l'époque, on va dire, de François Hollande. Hein. C'est un phénomène de fond, cet appauvrissement. Mais malgré tout, je sais pas, ça vous a pas fait réagir Non, mais bien sûr que ça fait réagir. Mais qui ça ne ferait pas réagir? Je pense que tout le monde est confronté. Quand on est confronté à ces chiffres, on ne peut vivre ça que comme un échec des politiques qui sont succédées depuis 30 ans dans notre pays. Je ne vais pas décrire là maintenant, j'ai évoqué un certain nombre de choses sur la revalorisation du minimum retraite, sur la revalorisation du RSA, sur sur la revalorisation du SMIC. Je crois que ce sont des mesures qui permettent d'aller dans le bon sens, mais qui ne sont pas suffisantes, sur la nécessité d'aller encore plus vite un plan de lutte contre la pauvreté. en matière de création de logements. On a bien parlé d'un plan de lutte contre la pauvreté. Tout ça s'inscrit dans un plan de lutte contre la pauvreté. Mais je crois que ce plan de lutte contre la pauvreté, il doit être porté par le gouvernement, il doit être aussi porté par l'ensemble des collectivités. On peut plus le permettre? Comment? Monsieur Kimmelfeld, vu l'état des finances publiques aujourd'hui, on peut plus se permettre d'aider les plus pauvres d'entre nous? Si, je crois qu'on peut encore se permettre d'aider les plus pauvres d'entre nous, et je crois que c'est ce que fait le gouvernement. C'est ce que nous ferons aussi dans cette métropole. Si nous avons pris cette compétence, l'ensemble des compétences du Conseil général, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'emploi, l'insertion, le handicap, la santé, c'est pour aussi mieux conjuguer les politiques publiques. Et mieux conjuguer les politiques publiques, c'est sans doute apporter, en tout cas tenter d'apporter des réponses aux personnes qui sont dans la plus grande précarité. Je crois qu'il faut rester modeste en la matière. Il faut aussi s'appuyer sur l'ensemble des acteurs sur ces thématiques-là. Et je pense notamment à l'ensemble des associations qui, au quotidien, travaillent sur la lutte contre la grande pauvreté. Quand on est élu local comme moi, quand on est élu de proximité, on sait bien les ravages que procure la pauvreté sur nos territoires. Merci beaucoup David Kimmelfeld d'avoir participé à cette émission. Merci également à Pascal Donneau, Stéphane Transo, Paul Satis et à tous ceux qui œuvrent en régie et derrière les caméras pour fabriquer donc La Voix est libre à voir sur France 3 cet après-midi. D'abord à 15h20, un documentaire vraiment passionnant. Il est consacré à la restitution des biens juifs après la guerre et notamment à Lyon. C'est un moment de notre histoire commune que je vous incite vraiment à redécouvrir. Et puis à 16h15, les chroniques d'en haut, Laurent Guillaume nous emmène sur les chemins du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Vous découvrirez les motivations de ces marcheurs qui perpétuent cette tradition médiévale à travers le Massif central et les Pyrénées. Un dernier mot la semaine prochaine, c'est une Voix libre spéciale, la dernière de la saison. La Voix libre sera musicale puisque l'émission sera consacrée à la musique à l'occasion de sa fête annuelle. Voilà, à suivre le Journal National. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end sur France 3. Je vous dis quant à moi à lundi pour le 19-20. Allez, bon week-end.